Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau challenge. Ouh, j'ai envie de faire une vidéo qu'on voit pas mal passer en ce moment. Enfin, je l'ai vu sur la chaîne de Maël. Je crois que Isa des Chroniques du Hérisson est en train de tourner la même vidéo. Et en fait, depuis quelques temps, j'ai un peu de mal à lire. J'arrive pas à me lancer dans des grosses lectures. Enfin, grosses lectures. Plus de 400 pages. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de boulot, j'ai plein de trucs en tête dans la vie perso et du coup j'arrive pas à m'impliquer dans mes lectures, donc c'est pour ça que je m'étais tourné vers les graphiques, les BD, les mangas, et là j'ai envie d'un peu de retourner à la lecture. Donc je viens de terminer une pièce de théâtre et bref, je me suis dit que, de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo, je vais essayer de faire 7 jours, 7 livres. Ça va me permettre de me plonger dans des courts livres, j'ai pris que des livres de moins de 200 pages. Donc je me dis que ouais, je vais peut-être réussir à retrouver l'envie de lire comme ça. Peut-être pas, ça se trouve ça va être un énorme fail et je vais lire 2 bouquins sur les 7, j'en sais rien. Mais j'ai pris des titres qui me faisaient évidemment très envie et on va essayer de faire ça. Donc je vais vous présenter rapidement peut-être les 7 livres que j'ai sélectionnés tout de suite. Et puis après on essaye de... Donc là on est le... Pardon, je fais tout à l'envers. On est le vendredi soir, il est 18h et des bananes. Je ne sais pas, je n'ai pas l'heure dans la main là, mais il doit être 18h et des brouettes. Je sais pas pourquoi je gigote, je suis désolé. Je finis une journée de travail qui a été plutôt harassante. Et je suis... Au lieu d'être fatigué, je suis surexcité. Alors que pourtant j'ai pas bu beaucoup de café aujourd'hui. Ah oui d'ailleurs. Bon bah chin chin, j'ai rien pour faire chin chin. Je me donne jusqu'à vendredi prochain à la même heure, donc 18h, pour essayer de lire ces 7 romans. Et on verra bien ce que ça donne. En premier, j'ai sélectionné un livre que je viens d'acheter aujourd'hui. C'est Café Vivre de Chantal Thomas, publié chez Point. Donc là, c'est des courtes chroniques qui paraissent dans le journal Sud-Ouest. Je ne sais pas la fréquence à laquelle elle publiait dans le journal, mais c'est des textes écrits entre 2014 et 2018. On peut les lire comme un journal de voyage si l'on croit que chaque matin contient une occasion de départ et une chance d'aventure. Ça me donne trop envie. Je trouve que cette photo est magnifique d'ailleurs. Je connais pas du tout Chantal Thomas. Pour moi, Chantal Thomas, c'était, j'allais dire celle qui présente C'est mon choix, mais non, elle c'est Evelyne Thomas, et je l'imagine mal parce que c'est Chantal Thomas de l'Académie française. J'imagine mal quelqu'un de l'Académie française présenter C'est mon choix. Elle a reçu un prix Femina, ouais, elle a l'air très connue cette dame, mais moi je n'ai jamais lu. Donc voilà, je vais peut-être lire ça. Ça va être que des peut-être. Ensuite, un livre qui m'intrigue au plus haut point. L'Enforien de Nathalie Hugues. Aussi loin que je me souvienne, je l'attendais assis, le menton sur les genoux, les bras autour des jambes et le dos appuyé contre la porte du placard. Je crois que c'est l'histoire d'un enfant qui attend le retour de son père ou de sa mère, et je crois qu'il y a une histoire de deuil. Pareil, c'est très court, ça fait 150 pages, c'est écrit très gros. J'en ai vu que des retours plutôt positifs. Je l'ai trouvé en occasion ce mois-ci et j'ai très envie de le lire. Ensuite, j'aimerais bien lire ce classique, je pense que James Baldwin, on peut considérer ça comme du classique, donc La Chambre de Giovanni, je pense que je vous l'ai déjà montré, là c'est publié chez Rivage. Voilà, j'ai envie de savoir, c'est l'histoire de 2 hommes, après la guerre, à Paris, dans une chambre, celle de Giovanni, et voilà. Là c'est un peu plus long, ça fait un peu plus de 200 pages, 230 pages. J'avais commencé à lire, je sais pas, franchement s'il y en a un dans tous ceux que j'ai choisis qui va peut-être me poser du problème, c'est celui-là parce qu'il a l'air un peu exigeant en termes d'écriture, mais on verra bien. Ensuite, j'ai sélectionné Ozuki de Aki Shimazaki, qui est le tome 2 de L'ombre du chardon. Je vous ai déjà présenté le tome 1 qui s'appelait Azame, je crois, ou Azami, je sais plus. En tout cas, j'ai lu le tome 1, j'ai envie de lire le tome 2. C'est encore une fois un texte de 100 pages, très court, qui se lit très vite. En ce moment, je suis très Japon, j'ai envie de lire plein de trucs sur le Japon. Je suis dans une folie du Japon. Si vous voulez me payer un voyage au Japon, allez-y, c'est avec plaisir. Dans le tome 1, on retrouvait un homme qui a retrouvé son amour d'enfance. Et là, on va être sur la femme, le point de vue de la femme. Donc j'ai très hâte de le savoir, de savoir ce qui se passe. Ensuite, je me suis dit, une petite pièce de théâtre, ça peut se lire bien. J'ai une édition qui est affreuse, Uburois de Jarry. C'est de l'absurde. C'est un classique que je n'ai pas lu. J'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle, si ça va me plaire ou non. Donc voilà. Là c'est chez Flammarion Classique, mais je vous dis, la collection est affreuse. Si je le retrouve dans une autre collection, je le prendrai parce que j'aime pas du tout ce dessin. Je vous l'ai déjà présenté 20 000 fois, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Daria Nelson. Pareil, là c'est un recueil de poésie. J'ai trop envie de lire, c'est trop beau. En plus vraiment, les illustrations, je vais encore vous en montrer une, peut-être que je vous l'ai déjà montré. Tenez, celle-là, elle a l'air belle. Regardez-moi, ces espèces de collages, j'adore. Faut vraiment que je me renseigne sur Daria Nelson, qui est l'illustratrice, enfin la plasticienne qui a fait les illustrations du bouquin, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Et enfin, un petit classique qui va faire plaisir à quelques amis booktubeurs, Le Horla de Maupassant. Je ne l'ai jamais lu, c'est un conte fantastique, je crois, de Maupassant.
J'ai les vieilles éditions là, vous savez, avec les pages très très jaunes. Là c'est écrit petit. Oh, il y a des écritures. Pareil avec La chambre de Giovanni, c'est peut-être un des deux textes que je vais avoir un peu plus de mal ou que je vais pas aller facilement vers cela. Mais voilà. Donc là, ce soir, je vais commencer... Je ne sais pas. Je commence quoi? Je vais mélanger les livres et je vais en tirer un au hasard. Je reconnais un peu au toucher. Par exemple, le Horla, je sais qu'il est plastifié parce que je l'ai acheté d'occasion et qu'il devait sûrement venir d'un CDI. Il y en a 7, je prends le 4e. 1, 2, 3, 4. Ozuki de Aki Shimazaki. Eh ben écoutez, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti, attrapez le pompon, un tour est gratuit. Sur ce, on se retrouve dès que j'ai terminé Aki Shimazaki. Je suis en train de penser qu'en fait, vu que je commence aujourd'hui, il faut que je lise un livre aujourd'hui. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah ben non, je peux commencer demain. Ah donc, je sais pas, je suis nul. Putain, je comprends rien. Est-ce qu'il faut que je lise un livre aujourd'hui ou pas? Parce qu'au final, en plus aujourd'hui, j'ai déjà lu un livre, je viens d'en terminer un là, genre il y a 5 minutes. Bref, c'est pas grave, j'ai envie de le lire de toute façon. Donc je vais commencer parce que là j'ai un peu de temps. Et ce soir, je vais aller regarder le live de Séverine. En même temps, regarder la course d'orientation de Koh-Lanta. Donc je vais être en mode comme ça, ou plutôt comme ça, pour regarder 2 écrans à la fois. Ce plan fait déjà 9 minutes. Si je dois vous parler de 7 livres, la vidéo va durer 1h30. On arrête ici. On se voit dès que j'ai terminé ce bouquin. C'est parti mon guigui. Pensez-vous qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose avec cette lumière? Faudrait que je cherche tout simplement comment régler l'appareil photo pour la balance des blancs ou quelque chose comme ça. Mais j'ai la flemme, donc je ne le fais pas. Et d'un côté ça m'arrange parce que... Ah non, il est du mauvais côté. Là j'ai un gros stark à pousser cette nuit. Ça aurait été mieux qu'il soit là, on le verrait pas. Bref, comme le dirait une de nos célèbres chanteuses et poètes nationales, c'est le jour 1, c'est qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Louane, jour 1. Bref, c'est le jour 1 et j'ai fini un livre depuis hier. Donc là, il est... attendez, c'est vraiment décousu. Quelle heure est-il? On ne voit rien. Nous sommes le samedi 29 mai, il est 7h44. Et j'ai terminé mon premier livre. Plus que 6. J'ai donc terminé Ozuki de Aki Shimazaki, qui est le tome 2 de la pentalogie L'ombre du chardon. J'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré à Azami, je sais plus, au premier tome. Donc comme je vous le disais hier, on suivait deux amours de jeunesse qui se retrouvent 20 ans plus tard dans le tome 1, du point de vue de l'homme. Et là en fait on suit la vie de la femme après cette rencontre entre les deux hommes. C'est une histoire complètement différente, il n'est plus du tout question d'amour de jeunesse, on en apprend juste beaucoup plus sur cette femme. J'ai encore beaucoup aimé, alors là c'est très court, hein, comme la dernière fois, ça fait 100 pages, je peux pas vous en dire grand chose, juste que ça me fait un bien fou de me plonger dans ces petites histoires, vraiment, ça fait 100 pages, 120 pages là pour le coup. C'est quand même assez éloigné des schémas d'écriture et de lecture classiques, en tout cas européens et occidentaux que j'ai l'habitude de lire, que ça me fait vraiment du bien de lire ce genre de littérature différente, et en même temps, c'est pas si éloigné et si différent. C'est toujours des histoires là de famille, de secrets, mais c'est raconté différemment. On n'est pas du tout dans le sensationnel, on n'est pas du tout dans la recherche de suspense, de tenir le lecteur en haleine. C'est vraiment une lecture qui fait du bien, même en abordant des sujets graves. Là, il est question de maternité. En ce moment, je suis beaucoup dans la maternité. On va suivre Mitsuko qui tient une librairie d'occasion. Alors ça, j'ai bien aimé aussi. On imagine très bien la petite échoppe japonaise avec que des livres d'occasion. Et elle habite avec sa mère et son fils. Et ce que j'aime beaucoup, donc là, ça fait déjà 2 tomes que je lis, c'est qu'on n'est absolument pas dans le jugement, dans le préjugé. Elle raconte des histoires quand même assez peu conventionnelles. Enfin, les vies des différents personnages, pour l'instant des 2 personnages qu'on a rencontrés, sont assez éloignés de ce qu'on pourrait appeler la normalité. Ils ont parfois des emplois peu classiques ou des chemins de vie non conventionnels en tout cas, et on n'est jamais dans le jugement, à tel point que ça paraît vraiment normal. Elle le raconte de façon douce et belle quand elle parle de prostitution, quand elle parle de maternité. Là pour le coup c'est vraiment toujours
presque de façon détachée et pudique sans que ce soit dénué de sentiments. Et c'est ça que je trouve fort et beau, en très peu de mots en plus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Comme là j'ai déjà le 3e tome, je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai vraiment un immense plaisir à lire ces petits bouquins et je vais me le garder pour plus tard. Mais c'est vraiment cette façon d'écrire les sentiments avec des mots très pudiques, très, presque froids, et qui pourtant arrive à me toucher, que j'adore. Et puis là, vraiment, autant dans le premier, le mec là qu'on suivait, je l'aimais pas trop, mais la Mitsuko, je me suis directement vraiment attaché à elle. Et du coup, c'était un super moment de lecture. Enfin, super moment de lecture. C'est très court, hein. J'ai commencé hier, j'ai lu 20 pages, puis là, j'ai lu les 100 autres pages ce matin en me réveillant. Aujourd'hui, j'ai ma tasse parce que je suis en train de boire mon café. Regardez-moi ça, c'est des petits chiens. Tintin, la bise. Non, pas la bise du tout, il faut qu'on choisisse la prochaine lecture. Donc, il nous en reste 6. Et on va prendre le numéro 3. L'enfant rien de Nathalie Hughes. Et bah ma foi, on se retrouve ce soir ou demain quand j'aurai terminé l'enfant rien. Mais je vais m'habiller, prendre ma douche, etc. pour filer chez Nose. Justement parce que j'ai vu hier en story sur Instagram, et on en a parlé dans le live, qu'il y avait une arrivée de livres de chez Piquier chez Nose. Les éditions Piquier qui publient beaucoup de littérature asiatique. Alors je sais pas s'ils sont spécialisés dans la littérature japonaise, mais en tout cas je sais qu'ils publient des auteurs asiatiques. J'espère qu'il va y en avoir dans mon Nose. Je suis persuadé qu'il n'y en aura pas, parce que mon Nose il est vraiment nul, il est tout petit, ils reçoivent jamais rien de ce que les autres y reçoivent. Mais si jamais ils y sont, je ne réponds plus de rien. Enfin je dis ça, je sais pas, ça se trouve, ça sera pas des titres qui vont m'intéresser, mais j'espère au moins en trouver un. Du coup, oui, je vous le dis tout de suite, il y aura pas de plan en mode je bois mon café en lisant un livre et tout ça, parce qu'à mon avis, si je dois faire déjà 7 retours de lecture, ça va être bien assez long, donc je pourrais pas trop vous faire des petits plans de vlogueur, quoi. Bon, finalement, on se retrouve, 2 heures plus tard, même pas, toujours aussi blanc, grâce à la lumière. Mais bon, il fait super beau, on va pas se plaindre. Je viens de terminer L'enfant rien de Nathalie Hughes. Vous voyez, ça se lit super vite, hein. Je pense que je l'ai lu en 1 heure. Après, c'est écrit très très gros et ça fait 140 pages. J'ai beaucoup aimé. Alors, je m'attendais pas du tout à la fin. Enfin, je l'ai pas vu venir. Et c'est cool pour un petit roman de 140 pages. On parle d'enfants et de la relation avec le père et la mère. Et il se passe pas grand chose, mais je peux pas vous raconter. Ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, on est dans la tête d'un enfant qui doit avoir, je sais pas, 3, 4, 5, non, allez, un peu plus, 5, 6 ans. Et il parle comme un adulte. Donc, il pense comme un adulte parce que c'est presque tout interdit. Parce que presque l'intégralité du roman se passe dans la tête de l'enfant et il parle comme un gosse. Enfin, même moi, je suis sûr que je suis pas capable de dire des trucs qu'il a dit, donc voilà, c'est un peu ce qui m'a gêné, mais au final c'est quand même chouette, et quand on a lu la fin, on comprend, donc ça s'inscrit bien dans le roman. Donc voilà, L'enfant rien de Nathalie Hughes. Moi là c'est l'édition, je crois, France Loisirs, mais il a été publié chez une autre maison d'édition, mais je ne sais plus c'est quoi, je vous laisse chercher. Bref, pour l'instant, 2 super bonnes lectures. J'ai quand même préféré Shimazaki que L'enfant rien, mais j'ai bien aimé, genre j'ai été super intrigué depuis que je le voyais passer, et j'ai quand même mis un petit post-it, là je sais pas si on va voir, j'ai mis un petit post-it, et il y a des passages que j'aurais pu mettre des post-it aussi. C'est assez glauque, hein, quand même, ouais. Sur l'échelle du glauque d'Isa, je mettrais un petit, quand même, 6-7 sur 10, hein. Il y a des passages qui sont un peu dérangeants, ça reste que des paroles, mais quand tu les lis, tu te dis « Ah oui, d'accord, ok, bon ». C'est un garçon qui vit avec sa mère et sa demi-sœur, et tous les week-ends, il voit le père de sa demi-sœur qui vient la chercher pour passer le week-end chez elle, et lui, il attend parce que il a pas de père, enfin il connaît pas son père, sa mère veut pas lui dire qui c'est, et du coup il attend. Elle attend, non ça c'est Jean-Jacques Goldman, mais lui voilà, il attend tout le temps que son père vienne le chercher, il s'habille, il fait le petit garçon tout beau, tout propre pour que peut-être un jour le père de sa demi-sœur l'emmène avec eux, mais ça se passe jamais, bref voilà. En gros, ce que je peux vous en dire. Donc là, on est samedi, j'ai commencé hier à 18h, j'ai déjà lu 2 bouquins, il me reste plus que 5. Allez, on le sait, je vais pas lire là parce que je vais filer chez Nose, mais on va le sélectionner tout de suite. Numéro 5. J'ai qu'à prendre le dernier, je suis complètement con. C'est le Horla de Maupassant. Et écoutez, on va bien voir ça. Alors là, j'ai un peu plus peur parce que, en plus, des fois, les vieilles éditions, vous voyez, comme ça, c'est le confort de lecture est pas ouf. Quoique là, ça va encore. Ce livre appartenait à Pauline Dupont.
Pauline Dupont, si tu passes par là, merci. Ça fait combien de pages l'heure là? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres... Je commencerai ça plus tard dans la journée. On file chez Nose. Par contre chez Nose, il faut prendre le gel hydroalcoolique, il faut se protéger et tout. À chaque fois que je vais là-bas, j'adore ce magasin, j'adore fouiller, mais j'ai toujours peur de choper 3 hépatites, une syphilis, le tétanos, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'ils lavent jamais le magasin, genre c'est affreux. Mais bon, si je peux trouver 1 ou 2 piquets pas chers, allez, bye. Yo! Je pense que c'est le 3e plan de la journée et je suis pour la 3e fois habillé différemment. Ça ne se voit pas mais j'ai pris quelques couleurs pour ne pas dire quelques coups de soleil car je suis un teuteux et j'avais oublié de mettre de la crème solaire avant d'aller manger en terrasse et on a été placé avec mon ami à la seule place où il n'y avait pas de parasol, donc j'ai eu le soleil sur la couenne pendant 2 heures, donc évidemment je suis un malabar fraise vanille. Là, je suis rentré, j'ai fait la sieste, oui, j'ai 50 ans, hein, je suis rentré faire la sieste après avoir mangé en terrasse. Et je retourne rejoindre d'autres potes pour boire un autre verre. Et enfin, après 6 mois d'attente, je pense, parce que la dernière fois que je suis allé au théâtre, ça devait être au mois de octobre. Ce soir, je vais voir un spectacle de marionnettes sur le genre. Ça s'appelle Hen, H-E-N. Je ne sais pas de qui c'est, j'ai oublié le titre, mais je vous en reparlerai sûrement demain, si je vous reparle d'ici demain. Et sinon, tout à l'heure, j'ai commencé le Horla juste avant de faire ma sieste, mais au final, j'ai lu 20 pages avant de m'endormir. Le défi, ça va être de ne pas m'endormir pendant le spectacle de marionnettes. Après, ça avait l'air vraiment bien, hein. Quand je suis allé à l'ouverture de saison du lieu de spectacle où je vais, c'était celui qui m'avait le plus attiré, donc je suis bien content qu'il puisse le jouer finalement. Et j'espère pouvoir vous en parler d'ici demain, et peut-être même incruster quelques images ici ou là. Je vais relire quelques pages du Horla et je vais retourner boire une bière en terrasse. C'est le jour 3. Passe-partout en sueur. Comme je vous l'avais dit, pas de plan où je fais des petits déj un peu stylés et tout parce que je bouffe des pépitos. 1 litre de café, le jus d'orange. Bref, on n'est pas venu là pour parler de mon régime alimentaire. Du coup, on est dimanche. Ça fait le 3e jour. Et là, je suis toujours dans le Horla. En fait, j'ai pas beaucoup lu hier. Hier soir, j'ai pas lu. Je suis retourné au Manège, qui est en fait la scène conventionnée cirque et danse dans ma ville, la scène nationale. Du coup, j'ai vu un spectacle de marionnettes. C'était génial. Je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos parce que j'ai adoré, ça s'appelle Hun. Et en fait c'est un pronom suédois je crois qui est rentré dans la langue en 2015, qui est donc un pronom non genré, non binaire, enfin vraiment un pronom neutre. Du coup c'était une marionnette, tantôt femme, tantôt homme, tantôt les deux, tantôt ni l'un ni l'autre. En fait son corps changeait tout le temps, c'était une marionnette je sais pas d'un mètre... un petit mètre qui a été manipulé par 2 hommes dans le noir derrière. C'était magnifique, c'était très drôle, très subversif, très transgressif. C'était un espèce de cabaret berlinois des années 30 mélangé à un épisode de RuPaul avec des références aux grands chansonniers français. Il y a eu une reprise d'Annie Cordy. Enfin vraiment c'était un cabaret de marionnettes. Enfin il n'y a qu'une marionnette sur scène qui fait son show et j'ai adoré, c'était vraiment génial. Ça dure 1h15, je pense qu'ils vont continuer à tourner, donc renseignez-vous si vous avez des scènes conventionnées autour de chez vous, peut-être qui vont passer. Sur ce, je vais lire un peu le Horla, finir mes pépitos. Aïe pépito! C'est pas poli de parler à bouche pleine, attendez. Et aujourd'hui, je vais chez mes parents parce qu'on est le dimanche 31 mai. Et c'est la fête des mamans. Alors je vais voir ma maman. C'est la fête des mères et puis c'est eux qui me font à manger. Mais bon, en tout cas, il faut s'activer le coco parce que on est le 3e jour et j'ai pas lu le 3e livre. Je viens de terminer la nouvelle Le Horla. Finalement, je vais pas lire le recueil en entier parce que ça m'a pas transcendé. Donc du coup, dans cette nouvelle, on va suivre un homme qui se rend compte plus ou moins qu'il devient fou en fait. Et il prend des notes dans son journal intime quotidiennement sur ce qui se passe autour de lui, comment il le ressent, qu'est-ce qu'il pense que ça peut être, enfin voilà. Donc il ne sait pas si c'est une créature surnaturelle, il y a beaucoup de réflexions sur la psychologie, la folie, le fait qu'il existe autre chose que nous sur Terre, enfin bref voilà. C'est ça pendant 50 pages et franchement j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé ça super quoi. Donc après il y a d'autres nouvelles, il y a Amour, Le Trou. Ah, c'est pour Séverine ça, une nouvelle qui s'appelle Le Trou. Je sais pas si les autres nouvelles sont en relation ou pas, mais pour le coup je vais m'arrêter là. Et vu que c'est un peu de la triche parce que ça fait que 50 pages et j'avais dit que je lisais un livre par jour, je vais lire en plus aujourd'hui, tout de suite maintenant avant de partir chez mes parents,
Everyday is a Good Day de Noeko Nishi aux éditions Akata, qui est un manga sur la confiance, le deuil et la famille que je me suis acheté il y a 2 jours grâce à une carte cadeau Cultura. C'est un tome unique, donc j'ai bien envie de me plonger là-dedans et de lire ça ce matin avec mon petit café. Et pour ce qui est de ma lecture de demain, je vous la présente tout de suite parce que je ne sais pas si je viendrai. Je ne l'ai pas tiré au sort, mais c'est juste que j'ai envie de la lire, donc je la prends. C'est Uburoi de Jari, qui est un texte iconique du théâtre de l'absurde, je crois. Là, c'est une très vieille édition à 19 francs, c'est écrit en haut. Mais j'ai envie de savoir. Farce où l'on rit, mais où l'on frémit aussi quand sont dénoncés les vices de notre humanité. Donc je lis ça. Everyday is a Good Day. Petit manga qui a l'air assez sympa, mais pas trop cucu. Et Uburoi de Jari. Béco les loulous. On se retrouve aujourd'hui, toujours dimanche 30 mai. Finalement, je n'ai pas du tout lu Uburoi comme j'ai dû vous le dire ce matin. J'ai commencé Lâche. Oh bah là je suis flou. Après j'ai lu. Je suis en train de refaire le film dans ma tête de la matinée, d'accord. Ouh là, je suis allé chez mes parents. On a mangé un barbecue, c'était bon. On a été marcher dans les champs, il y avait du soleil, il faisait beau. J'ai offert des fleurs à ma maman. J'ai repris la voiture, je suis rentré chez moi. Ouais. Et je suis arrivé chez moi et en fait, j'avais pas envie de lire du théâtre. J'avais envie de commencer La chambre de Giovanni de James Baldwin. J'ai lu la moitié, donc c'est-à-dire 120 pages sur. Non, on me dit pas que ça fait pile 240 pages. Eh bah si, donc j'ai lu 120 pages sur 240, donc j'en suis pile à la moitié. Et j'aime bien, alors c'est assez lent, il se passe pas grand chose. On est avec David, un jeune américain, qui s'éprend de Giovanni, qui est lui italien. Ils sont tous les deux à Paris pendant l'après-guerre. Et David, il a sa fiancée, je crois, voilà, sa fiancée qui est en voyage en Espagne, et lui, donc, il tombe amoureux de Giovanni. Et c'est très très lent parce que toute la première partie du roman, donc ce qui fait vraiment la première moitié, ça se passe sur presque uniquement une soirée. Il y a le premier chapitre qui parle de la vie de David et ensuite on est la soirée de la rencontre entre Giovanni et David et c'est assez lent, c'est 100 pages sur une soirée dans un bar qui se termine au petit matin dans les Halles à Paris. Mais c'est intéressant je trouve de parler de cette rencontre de David qui est lui totalement hétérosexuel, qui a sa fiancée et comment il ressent Giovanni, comment ils s'appréhendent l'un l'autre, comment ils évoluent l'un l'autre et du coup j'ai bien aimé. Là je vais voir la deuxième partie parce qu'il est vraiment plus question de leur histoire, pas d'amour parce que c'est assez ambigu en fait là où j'en suis. J'aime beaucoup, je suis très contente de découvrir enfin l'écriture de James Baldwin et au final je suis contente de le découvrir avec ça parce que c'est un sujet, un thème qui me plaît plus que dans L'homme qui meurt et c'est la clé avec moi pour que ça marche parce que là c'est pas le genre de littérature que... Enfin, c'est assez compliqué dans le sens où vu qu'il se passe rien, c'est assez lent. C'est le genre de roman là en plus que je suis en panne de lecture, semi-panne de lecture, pas le genre de roman vers lequel j'aurais dû me tourner. Mais vu que le thème m'intéresse pas mal, je suis content de m'être lancé là-dedans. Sinon il est dimanche, je pense pas vous reprendre parce que là je vais probablement pas le terminer ce soir, plutôt demain matin, j'ai du mal à parler. Donc je vais lire ça. Il est quelle heure ? Il est 20h22. Là, je suis en train de regarder un replay de live donc de Théo des Chroniques Livresques et de Camille Camelot Magicadou. J'aime beaucoup. Ça parle de SF parce que c'était pour leur challenge Prix Hugo. Je suis une quiche, une tourte, une pizza, une tartine, une toastinette en SF. J'en ai vraiment très peu lu. La dernière fois que je vous ai parlé de SF, ça devait être Dune, je pense, que j'avais moyennement aimé, mais j'ai quand même acheté le tome 2. Et pourtant, j'adore les entendre parler de SF. Alors Camille lit quand même un peu plus de fantasy, donc j'aime bien la fantasy. Dit le mec qui a fait une palle, moi de la fantasy, qui a dû lire 3 bouquins dans sa palle. Je fais un peu mon bullet journal, je rentre dans Livre Addict, les livres que j'ai lus depuis le début de ce challenge 7 jours 7 livres, parce que j'ai quand même lu 2 livres et une nouvelle, mais je vais compter que j'ai lu le recueil, le Horla. De toute façon, sur Livre Addict, je vais pas pouvoir juste choisir la nouvelle, le Horla, donc je vais être obligé de mettre le recueil, et puis voilà. Non, j'allais dire mercredi, il y aura une vidéo en ligne, mais vu que celle-là, elle va être publiée vendredi, vous aurez déjà vu probablement la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Je sais même pas, je dis ça, j'espère qu'elle vous a plu, je l'ai pas encore tournée, je dois la poster mercredi, on est lundi, on est dimanche, et j'ai pas encore tourné la vidéo, mais ça va le faire, je le ferai demain en rentrant du... quoi que non, j'ai un rendez-vous demain soir. Je vais me retrouver à filmer la vidéo mardi pour la poster mercredi, oui au pire je la posterai mercredi à 18h, c'est pas bien grave. Sur ce... Je vous souhaite une bonne soirée. Non, j'arrête de souhaiter des bonnes soirées dans les vlogs. Purée, ça rentre pas dans ma tête, je suis désolé. Bon allez, à dans 30 secondes. On se retrouve, vous avez déjà dû me voir habillé comme ça une fois, parce que j'ai terminé hier soir La chambre de Giovanni.
J'ai bien aimé. Je viens de faire une vidéo dans laquelle j'en ai parlé en fait très longuement. Donc la vidéo sera déjà postée, c'est la vidéo de mercredi. Si vous voulez voir mon avis plus complet, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que sinon ça va faire redite. Mais c'était très beau et beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment une histoire un peu d'amour impossible dans cette après-guerre entre deux hommes. Et au final, ça s'est révélé plus sombre sur la fin. C'était pas pour me déplaire. Et l'écriture de Baldwin est magnifique. Vraiment, là, après, c'est sur 200 pages. Ça m'a plu. Je pense que sur quelque chose de plus long, ça risque d'être dur pour moi parce que je vous dis, en ce moment, j'arrive pas à lire des gros romans. Donc c'était vraiment le bon moment, le bon timing, le bon tempo. J'aime bien avoir une belle plume, surtout sur ces courts romans. C'est parfait pour se faire embarquer. J'ai commencé déjà ce matin Uburoi, donc je vais sûrement le terminer aujourd'hui parce que ça se lit très vite et la pièce de théâtre est très très petite. Donc je vous dirai quand j'aurai terminé Uburoi. Et après il me restera plus qu'à lire le recueil de chroniques Café Vivre de Chantal Thomas. Donc voilà. Donc là on est mardi et si je finis Uburoi aujourd'hui, et il me restera encore 3 jours pour lire Café Vivre. Donc c'est trop cool, je suis content. J'ai lu plus rapidement que prévu. Bon, en même temps je m'étais assez facilité la tâche avec des courts romans. Donc voilà. À tantôt. Je vous fais voyager chez moi à défaut de sortir et de vlogger en extérieur. Je change les points de vue. Là je crois que je me suis jamais filmé ici. Devant ma platine et mes zèbres bleus qu'on ne voit pas parce qu'ils sont surexposés. Bref, je dois être flou. Je suis flou, non? J'ai terminé ce matin. Hier soir, je me suis endormi dessus. Il me restait 10 pages. J'étais vraiment dégoûté parce que il me restait à peine une scène et j'arrivais plus à lire. Donc j'ai fini ce matin. Uburoi de Jarry. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai moyennement aimé. C'est sympa. Je pensais que c'était de l'absurde, mais c'est pas vraiment. Enfin, si je sais pas dans quel genre c'est classé, mais ça m'a pas fait penser, par exemple, à du Ionesco. C'est plutôt. Je sais pas. En gros, ça a été écrit par des lycéens à la fin du 19e siècle, je crois 1800-1900, comme une sorte de private joke où Uburoi représentait un de leurs professeurs en fait. Et dedans, ils sont largement inspirés de Gargantua, de Rabelais. Donc Uburoi fait penser à Gargantua par plusieurs aspects. Et pour ce qui est de la trame narrative, des scènes comiques, de l'intrigue en général, c'est très semblable à Macbeth ou Hamlet. C'est limite une parodie même. Après c'est sympa, ça se lit très vite, ça fait même pas 100 pages je pense. Peut-être que sur scène ça doit être plus intéressant qu'à lire parce que vraiment là, il y a très peu de texte. Ça a l'air d'être surtout de l'action et des choses à voir. Au début du vlog, je crois que j'ai dit que l'illustration ne me plaisait pas du tout. Sauf qu'ils expliquent que c'est l'illustration originale donc de Jarry qui représente Uburoi, que c'est lui qui l'a dessiné comme ça dans la première version papier. Donc après, à voir les costumes, comment ils sont faits, etc. Donc je pense que c'est vraiment une pièce à voir plutôt qu'à lire parce que niveau texte, en plus, j'en ai parlé rapidement sur Instagram, mais on a au moins 5 notes de bas de page à chaque page parce que ils inventent des mots, il y a beaucoup de... je sais plus comment on dit... Des mots valises? Non, pas des mots valises. Des néologismes, enfin bref, des mots inventés, des fusions de plusieurs mots qui sont en plus souvent des mots de vieux français donc, ou d'expressions totalement désuètes, donc un peu compliquées à comprendre. D'un côté, je me dis, si tu vois la pièce sans l'avoir lue, t'as pas forcément les références de ces mots-là, donc ça peut être compliqué. Donc bon, maintenant que je l'ai lu, j'aimerais bien la voir. Je sais pas vraiment si c'est encore joué. J'ai bien aimé par contre l'édition parce qu'il y a quelques repères culturels. On nous explique l'histoire de la pièce et on nous en fait une analyse sans que ce soit trop poussé, sans que ce soit vraiment trop cours d'école. Après, je pense que c'était une édition scolaire, mais ça, moi j'aime pas quand on m'explique vraiment mot à mot, scène par scène, ça m'emmerde. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment, en gros, des clés pour essayer de comprendre et contextualiser l'œuvre. Donc, une lecture sympa qui se lit très vite, qui est un classique que vous avez probablement lu à l'école. Moi, j'étais passé à côté. Je suis content de l'avoir lu. Par contre, ce matin, j'ai commencé Café Vivre de Chantal Thomas, donc aux éditions Point. Et en fait, cette maison d'édition, là, je viens de me rendre compte que hier, j'ai encore acheté un bouquin dans cette... Alors, je sais pas si c'est une collection ou si c'est juste leur nouvelle ligne éditoriale avec cette espèce de couverture carrée, le titre, l'autrice et tout. Et je trouve ça super beau. Même l'objet, il est beau. Le livre, il est super agréable à prendre en main. J'ai lu Querelle de... Je ne saurais plus l'auteur que je vous mettrai il y a pas longtemps, de cette édition que j'avais adorée. Là, j'ai acheté... Alors, pareil, j'ai acheté hier, c'est un livre d'un auteur algérien sur une librairie à Alger, une des plus anciennes librairies d'Alger. J'ai commencé à le lire, c'était vraiment super fort. Genre j'ai lu une 30aine de pages parce que j'attendais une amie et j'ai adoré, j'ai hâte de vous en reparler très vite. Bref, assez de digression. Là j'ai donc commencé Café Vive, je vous avais donc dit c'est des chroniques, je me suis renseigné depuis, qui paraissent mensuellement dans Sud-Ouest
Alors je sais pas si elles paraissent encore, mais ça c'était entre 2014 et 2018, donc c'est toutes les chroniques mensuelles de Chantal Thomas. Et là j'en ai lu, je sais pas, une petite dizaine depuis ce matin, et j'adore. Il y a une chronique sur Kyoto, c'est très éclectique. Une chronique sur les saisons, elle est beaucoup attachée aux saisons, au temps qu'il fait, à l'évolution de la nature. Donc il y a une chronique sur le ver, sur le printemps, sur le peintre Hokusai, sur Richelieu, puis après on est à Paris, puis elle parle du crawl, de la natation. Vraiment, elle aborde des tas de sujets qui lui passent par la tête, sans pour autant s'attarder, vu que ça paraît dans le sud-ouest, donc je crois que c'est un quotidien, sans pour autant que ça soit forcément lié à un fait d'actualité. C'est vraiment 3-4 pages de pensée de l'autrice sur quelque chose qui fait plus ou moins écho à sa vie, à ce qui se passe actuellement. Très très beau, très doux, très doux. La plume de Chantal Thomas, je la trouve magnifique. Et vraiment là, j'ai lu les 50 premières pages et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le reste, mais très vite, et le terminer aujourd'hui. De toute façon, c'est le but. Donc du coup, on est mercredi, je vais terminer ça. Et demain, je lirai Dérèglement de métrique le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, donc le recueil de poèmes. Ce qui me laissera vendredi jusqu'à 18h pour attaquer un nouveau livre ou terminer un nouveau livre, ce qui ferait 8 jours, 7 livres. Non, 7 jours, 8 livres. Ça serait plutôt pas mal. Sur ce, je vous laisse. Là, je viens de poster ma vidéo du Love is Love Reading Challenge qui est plutôt bien acceptée, j'ai l'impression, et je suis plutôt content. Par ça, quelques soucis perso dans la vie, mais bon, on a tous nos problèmes. Je vais continuer mes lectures. Je vais vous faire un post Instagram, mais vous l'aurez sûrement déjà vu d'ici la vidéo. Donc un post Instagram avec les BD, quelques BD que j'ai présentés dans le dernier point graphique, mais que je vais faire sous forme de réel ou de IGTV, je sais pas trop, spécial pour le mois des fiertés. Et sur ce, à tantôt, toujours à tantôt, parce qu'on n'a pas fini le vlog. Comment que ça va vous? Do you feel good? Je suis votre conférencier, ich bin eure conférencier. I am your host, wir sagen willkommen, bienvenue. Welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Je suis d'excellente humeur, savez-vous pourquoi? Parce que je viens de terminer Café Vivre de Chantal Thomas et que j'ai totalement adoré. Alors franchement c'est bizarre parce que comme je vous l'ai dit c'est un livre de chroniques, donc c'est vraiment des courtes chroniques de 3 à 4 pages qui ont été publiées sur 4 ans. Et pourtant regardez-moi tous ces petits post-it, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pense qu'il doit y avoir une trentaine de chroniques, un peu plus, une quarantaine de chroniques. Et ces 7 là vraiment ça a été un délice. Je connaissais pas du tout Chantal Thomas, donc je vois qu'elle est de l'Académie française, en fait elle y est depuis l'année dernière, elle a récupéré le siège de Jean d'Ormesson, suite au décès de Jean d'Ormesson. Et j'ai jamais lu aucun de ses écrits, donc elle est historienne, essayiste, auteure de pièces de théâtre et de scénarios. Du coup à l'instant là je me suis intéressé à sa biographie et elle a écrit un roman qui me fait penser à Patti Smith, Jazz Kids, elle en parle d'ailleurs dans une de ses chroniques, qui s'appelle East Village Blues, qui raconte un peu, qui fait un parallèle entre le New York des années 70 je crois et le New York actuel, et c'est elle encore en mode baroudeuse sac à dos qui se balade dans ce New York, enfin bref, ça me donne trop envie. Là dans Café Vive, c'est vraiment des chroniques sur tout et n'importe quoi, et je pense que autant j'ai beaucoup aimé Chantal Thomas et la personne qu'elle est à travers ses chroniques, autant j'ai beaucoup aimé le style de la chronique. C'est quelque chose que j'avais jamais lu, ou peut-être des fois t'en lis une comme ça de temps en temps dans un journal, mais là le recueil est vraiment bien fait, les choix de chroniques ont été vraiment bons. J'avais lu il y a longtemps, c'était au livre de poche je crois, je vais peut-être vous mettre ici une photo, ce sont des chroniques de Françoise Sagan. L'édition est super belle d'ailleurs, rose avec des feuilles, je crois une photo de Françoise Sagan. J'avais beaucoup aimé également, mais il était beaucoup plus gros, donc j'avais peut-être pas lu toutes les chroniques là, ça fait que 200 pages, et j'ai vraiment dévoré. Parmi mes chroniques préférées, il y en a une qui parle de le temps des fêtes, de Noël, donc elle raconte assise un peu à la terrasse d'un café, l'effervescence de Noël, ça j'ai beaucoup aimé. Elle a fait une chronique sur les reines du Luxembourg, toutes ces statues de femmes qu'il y a au palais du Luxembourg. Elle passe devant elles et elle les raconte. Et elle le fait toujours avec un style très beau, très doux, sans que ce soit pompeux. Quand j'ai vu Académie française, historienne, je me suis dit oula, alors oui, effectivement, il y a quelques chroniques dans lesquelles elle parle de personnages historiques un peu connus, mais que moi je connais pas, ou genre Casanova, Richelieu, etc. Ça, j'ai un peu des lacunes sur ces personnages, donc je suis peut-être pas parfois passer à côté de quelques chroniques, mais les autres qui sont plus quotidiennes, plus... Elle parle du printemps à Central Park et à Washington Square, ça j'ai adoré. Sur les livres de chevet, le livre qu'on a sur notre table de nuit, donc là c'est celle sur Washington Square.
l'année du singe au Japon. Donc elle parle de cette période de fête de fin d'année asiatique, enfin au Japon et en Chine. J'ai adoré. Elle a une chronique sur le métro parisien. Enfin vraiment, c'est des instants de vie, des petites tranches de vie, pas seulement françaises parce qu'elle voyage beaucoup. Donc il y a Zurich, Tokyo, je crois qu'il y a San Francisco, Kyoto, Tokyo. Elle voyage beaucoup, elle raconte à l'aide de 2-3 pages, elle arrive à retranscrire une ambiance, des sensations, le goût d'un café, l'odeur d'une fleur, le temps qu'il fait. Vraiment, j'ai adoré ce recueil de chroniques. C'est sûr que je vais en relire de temps en temps avec les petits post-it, je vais y retourner, j'ai un carnet dans lequel je note des extraits de bouquins que j'ai adorés et c'est sûr et certain que je vais aller renoter des phrases, des citations, si ce n'est des chroniques entières dans mon carnet de ce bouquin. Donc je vous invite grandement à lire Café Vivre de Chantal Thomas et moi je vais m'empresser d'aller fouiller toute sa bibliographie pour trouver d'autres romans de cette autrice, pour voir ce qu'elle écrit en tant que récit ou même si elle a écrit des biographies ou des témoignages, parce que je suis vachement intrigué. Je suis amoureux de ce bouquin, vraiment je suis amoureux de ce bouquin. À la fin du vlog, je comptais vous faire ma meilleure lecture et celle que j'ai le moins aimée. C'est presque sûr, là il me reste plus que le Mathias Malzieu des règlements joyeux de la métrique amoureuse à lire, mais c'est presque sûr et certain que je vais adorer celui-là et que ça sera celui-là ma meilleure lecture de ce vlog. Bon, je vous retrouve totalement de travers d'ailleurs. Rien ne va sur cette chaîne. Je viens de lire Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse et je suis joyeusement amoureux de Mathias Malzieu et d'Ariane Nelson. C'était beau, c'était magnifique, c'était euphorique, c'était sexy, c'était langoureux, c'était fantasmagorique, c'était plein de beauté, plein de rêves. Oh, c'est une histoire d'amour entre un homme et une fée. Et il y a le fantôme de Boris Vian, d'Alain Bachung et de Serge Gainsbourg. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Ça se lit super vite, hein. Les poèmes sont vraiment très courts. C'est des poèmes, mais en même temps c'est une histoire, mais en même temps ça raconte rien, mais ça raconte tout le monde. C'est tout ce que j'aime dans la poésie. C'est vraiment un ovni. C'était exactement le cas avec Décomposé. C'était un ovni pour moi, une histoire d'amour poétique. Enfin, c'était pas une histoire d'amour dans Décomposé, c'était la réécriture de Charogne, mais cette collection m'épate de jour en jour et vraiment je comprends pas pourquoi bah si, je comprends parce que là j'en ai 4, donc j'en ai lu 2 sur les 4 et à chaque fois que j'en lis un, donc là c'est la deuxième fois, j'ai envie de me ruer sur le suivant, mais je préfère les garder. C'est tellement beau, c'est vraiment un moment suspendu quand je lis ces bouquins. Et là c'est ça, j'étais dans mon canapé, le sourire aux lèvres de bout en bout. En plus, bah, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, les illustrations sont à tomber, les collages sont magnifiques. J'aime trop ce qui est fait avec ce bouquin. C'est j'ai adoré. J'ai envie de tout écrire, de tout réécrire, de m'approprier, de sentir les mots. Mathias Malzieu joue avec les mots, les phrases, avec brio. Il fait des mots valises, il crée des nouveaux mots, des néologismes. C'est beau. J'adore. Vraiment, je suis amoureux de ce bouquin et de cette collection. Et on peut donc dire qu'aujourd'hui, le jeudi matin à 10h39, j'ai réussi mon challenge de lire 7 livres en 7 jours et je suis pas peu fier. J'ai même lu, on va dire, si j'ai lu 7 livres, dont un manga et une nouvelle. Voilà, en gros, parce que vu que le Horla, je vous ai dit, j'ai lu que la nouvelle du Horla. Mais c'était tellement bien. Vraiment là, les 2 lectures de ce matin, mais ça me met dans une joie pour la journée. J'ai passé un tellement bon moment avec ces 2 bouquins que franchement, j'ai qu'une envie, c'est limite les relire là tout de suite, et surtout celui-là, vraiment j'ai adoré. Bref, vu que j'avais dit que je faisais le challenge jusque vendredi, on va voir combien de livres je peux lire en 7 jours. Je vais donc terminer les perdrix s'aiment au point du jour. Je vais lire la fin. Il est 10h40. Je pense que d'ici midi j'aurai terminé. Et voilà. Mais sinon, vraiment, je suis amoureux de Mathias Malzieu. Et j'avais jamais lu Mathias Malzieu. C'est la première fois. Je savais qu'il était un peu poétique, un peu fantasmagorique, tout ça perché dans ses écritures, mais là c'était tellement beau. J'ai adoré. Allez, peut-être que si on se retrouve plus tard, je serai habillé autrement que... Bon, ça c'est une chemise, c'est pas un pyjama, c'est une chemise que je mets un peu tout le temps. C'est un truc genre méga oversize sur laquelle je m'amuse à faire des dessins, surtout des dessins de Keith Haring, vous voyez, en fait. C'était une chemise bleue oversize toute banale que j'avais trouvée chez Emmaüs. Puis je me suis un peu amusé à gribouiller dessus. Voilà. Mais on est tellement bien là-dedans. Puis j'aime bien traîner avec ça le matin. Allez,
J'espère que j'ai cliqué sur enregistrer. Oui, j'ai cliqué sur enregistrer. À plus, dans le boost. Bon, on se retrouve dans ma cuisine. J'étais en train de boire mon café pour terminer. Les perdrix s'aiment au point du jour de Sandra Bannière aux éditions Lucien Souni, Le Chant des Pays. La petite histoire de ce roman, c'est que Sandra Bannière est une amie de ma tante et de ma grand-mère. Elles habitent dans le même village, pas très loin de Reims justement. Et elle a écrit un roman, et ma tante a acheté le roman, il y a même une petite dédicace. Et elle l'a lu très vite, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, que ça s'était dévoré en une après-midi. Elle m'a dit, vu que tu aimes bien lire, que tu lis beaucoup, je te le passe. Donc je ne vous cache pas, pour être honnête, que à la vue du titre, Les perdrix s'aiment au point du jour, de la couverture, c'est pas vraiment le genre de lecture vers lequel je me tourne en général. J'avais un peu peur, j'imaginais un peu du roman de campagne, roman rural, je sais pas trop comment on appelle ça, mais j'avais quelques réticences. Et quand je l'ai commencé, j'étais dans une période la semaine dernière où je lisais très peu, outre les BD, les mangas, et du coup je m'étais dit bon je vais peut-être lire ça va peut-être me permettre de me changer les idées, et au final non, j'arrivais à rien lire, donc j'avais lu quand même la moitié du roman. J'aimais bien, j'étais assez dubitatif, mais voilà, c'était sans plus quoi. Voilà, on va suivre Martin qui habite en région parisienne avec sa femme qui est enceinte, et il se pose plein de questions sur la paternité parce que lui il a eu une relation très tumultueuse avec son père étant plus jeune. Son père ne s'occupait pas de lui, il était limite violent avec lui, il n'a jamais réussi à tisser des liens avec ce père, et donc il a peur de reproduire le schéma familial qu'il a eu avec son père étant plus jeune, d'autant plus qu'il ne connaît rien sur son père qui est décédé dans un accident de voiture. Son père n'a jamais parlé de sa famille, de ses sœurs, de ses grands-parents, il ne sait pas qui est sa famille. Donc du jour au lendemain, histoire de ne pas reproduire le schéma familial et d'avoir une vie, d'avoir un arbre généalogique, de se construire, de connaître son identité familiale, il se décide de se rendre dans le village natal de son père, donc à Chouilly dans la Marne, c'est un petit village pas très loin de chez moi, vers Épernay, et de rencontrer sa famille paternelle qu'il ne connaissait pas. Et donc après, c'est vraiment l'histoire classique, un peu saga de l'été, de famille pleine de secrets autour d'une terre. Donc là c'est les vignes, donc on en apprend beaucoup sur le protocole de vinification, sur comment est fait le champagne, sur les partages de terre, les parcelles, les secrets, les questions d'héritage, d'argent, tout ça. Donc c'est vraiment tout ce petit côté secret de famille que j'aime beaucoup. Donc dans la première partie, je me suis un peu ennuyé parfois, c'était un peu long à se mettre en place, mais c'est vrai que la seconde moitié du roman se bouffe littéralement. Vraiment, on apprend plein de trucs sur la famille, les révélations se font de plus en plus. En fait, Martin fait 2 voyages dans ce village. Il y va une première fois pour rencontrer sa famille, apprendre 2-3 secrets, après il rentre chez lui et il n'a pas eu assez de réponses à ses questions, et donc il se rend une seconde fois dans le village pour en savoir plus, et c'est là vraiment que tout s'accélère, qu'il en apprend vraiment beaucoup sur son père, sur son grand-père, sur sa tante, son oncle, etc. Donc les personnages ont été super attachants pour la plupart. On sent vraiment la patte, c'est Sandra Bannière, et je pense de la région, vu qu'elle habite actuellement dans la région. Donc elle a vraiment su retranscrire cette ambiance qu'il y a dans les familles qui possèdent des vignes, qui possèdent des maisons de champagne, retranscrire ce petit... Moi, en plus, c'est chez moi, donc je me suis senti vite à la maison. On sait ce que c'est un peu toutes ces histoires, ces secrets, ces ramifications entre les familles et tout. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, et je peux pas vous le dire parce que ça serait éminemment spoilant, mais on apprend quelque chose vraiment dans le dernier quart du roman, et j'ai adoré. Vraiment, c'est un twist final, un petit retournement auquel je ne m'attendais pas du tout. Je l'ai pas vu venir vraiment, mais à aucun moment. Elle m'a bien baladé sur le coup, et j'ai bien aimé être trompé. Et en plus, le petit twist parle d'un sujet assez commun, maintenant presque banal, mais elle le fait de façon très juste, et je peux pas vous en dire, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, dont j'aime beaucoup entendre parler et lire dessus. Et là, c'est fait vraiment de façon belle, juste, sans clichés, sans stéréotypes, et très réaliste. Donc vraiment, une surprise, une très bonne lecture auquel je ne m'attendais pas du tout. Je vous dis, j'avais beaucoup d'a priori et de clichés sur cette lecture, et finalement, il faut pas se fier à un livre à sa couverture, hein. Donc voilà. Je remercie ma tata et ma mamie de m'avoir prêté le livre, enfin surtout ma tata. Et puis voilà, je lirai peut-être avec plaisir. J'ai vu que l'autrice avait publié un titre aux presses de la Cité en 2017.
dont je n'avais pas entendu parler, mais si elle ressort un autre exemplaire, je le lirai probablement. En tout cas, celui-là, c'est l'exemplaire de ma tante, je vais lui rendre, mais je pense me le procurer. Je ne sais pas si la maison d'édition Lucien Souni est vendue en point de vente, mais je crois qu'on peut commander les livres sur le site de la maison d'édition. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'être plongé dans un petit village du vignoble champenois, avec des histoires de famille, de tromperie, d'adultère, d'héritage, etc. Vraiment un bon petit roman bien sympa, qui sent bon l'été en plus, parce qu'il y a toute une partie qui se passe dans des étangs avec des pique-niques le 14 juillet, donc vraiment un bon roman pour l'été. Bon, pour l'heure, j'ai donc lu 8 livres en 7 jours. On est toujours jeudi, il est midi, là moi je vais aller me laver, j'ai 2-3 trucs à faire aujourd'hui. Je vais peut-être commencer un autre roman, vu que j'ai jusqu'à demain 18h pour clore mon challenge. Donc je vais peut-être pas commencer un gros roman, je sais pas. J'hésite entre commencer un gros roman et du coup je vous en parlerai vite fait sur la fin, ou sinon me lancer dans une nouvelle petite lecture de 200 pages. Je dois avoir d'autres romans de 200 pages pour essayer de le terminer d'ici demain. Sur ce, à tantôt! On se retrouve, on est donc vendredi, il est 10h. Je comptais clôturer le vlog à 18h vu que je suis un peu psychorigide, maniaque. Mais comme là j'ai déjà lu plus que 7 livres depuis vendredi dernier, je vais le clôturer tout de suite et comme ça le vlog sera déjà disponible ce soir à 18h. Je vous quittais hier donc sur 2 excellents coups de cœur avec Chantal Thomas et Mathias Malzieu. Et justement entre temps, j'ai lu hier soir Ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvigné, qui est un très court texte de 60 pages. Laurent Mauvigné s'est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu à Lyon en décembre 2009. Un homme a ouvert une canette de bière dans un supermarché et il l'a bu. Et 4 vigiles lui sont tombés dessus, l'ont attrapé, l'ont passé à tabac, et l'homme est mort sous l'indifférence la plus totale d'une caméra de surveillance. Et donc là, en fait, c'est une très longue phrase de 60 pages. Il n'y a aucune ponctuation, aucune majuscule. Le roman commence même sur une conjonction de coordination sans majuscule. Je vais vous lire les 3-4 premières lignes. Et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière que le type aura gardée assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l'accuser de vol et se vanter, après, de l'avoir repéré et choisi parmi les autres. Et en fait, c'est 60 pages dans lesquelles Laurent Mauvigné essaye de parler de tous ces faits divers, de toutes ces morts qu'on oublie aussi vite qu'elles arrivent, toutes ces personnes qui ont eu le droit à leur 5 lignes dans la colonne faits divers dans un journal, et souvent trop injuste. Et là, en fait, c'est la voix d'un narrateur, on ne sait pas qui parle donc au frère de la victime, et dedans il s'attache à parler de cette injustice, de la tristesse, de la banalité de cette mort, de mourir sur le sol d'un carrelage froid d'un supermarché sous une caméra de surveillance juste pour un geste un peu désespéré, sûrement que la personne n'avait peut-être pas d'argent pour boire la canette de bière, peut-être qu'il y avait une autre histoire, peut-être qu'il serait même passé en caisse pour payer cette canette de bière un jour après, mais qu'il en a même pas eu le temps. Et encore une fois, avec Laurent Mauvigné, c'est très fort, ça me frappe en plein cœur. Là, en 60 pages, il m'a touché, il m'a eu. Après, je vous dis, c'est assez dur. On a toute la scène de violence quand les 4 vigiles s'acharnent sur ce pauvre homme. Mais c'est vraiment magnifique. Laurent Mauvigné a pas son pareil pour raconter ce genre d'histoire. Le style, pareil, moi, cette longue phrase de 60 pages fait que tu ne peux pas lâcher le roman, tu peux même pas faire de pause, il n'y a pas de pause, c'est pas de ponctuation, pas de virgule, pas de majuscule, rien, pas de paragraphe, c'est tout d'un coup, il balance et il essaye de redonner une parole, une voix à tous ces oubliés, toute cette injustice de la mort et de la violence. On m'a dit que c'était étudié en lycée, en tout cas le lycée à côté de la librairie où je vais l'étudie, et je trouve ça très, très beau, très fort de faire lire ça à des jeunes pour leur montrer à quel point la violence c'est affreux, la violence ne résout jamais rien, et ça montre bien l'après, une fois que tu as eu ton excès de violence, tu as frappé quelqu'un, là en l'occurrence la personne est morte, qu'est-ce qui t'arrive après? Parce qu'il dit il parle d'oubli et de banalité, donc c'est la banalité de la mort, mais aussi la banalité de l'acte de la violence, et la banalité des personnes, la personne qui est décédée, les 4 vigiles, il raconte qu'au final, ça peut être des personnes tout à fait normales, et que juste pour un truc qui a vrillé, un moment le fait de se sentir embrigadé avec les 3 autres personnes, de ce moment un peu d'euphorie, de bagarre, de violence, d'acharnement, quand tu ressors de cette bulle infernale, que tu reprends tes esprits et tu redeviens la personne que tu étais avant, et tu te rends compte de ce que tu as fait. Enfin bref, c'est super beau, c'est super bien écrit, et c'est le 2e texte de Laurent Mauvigné que je lis, donc là toujours aux éditions de Minuit, et j'adore, et je veux toujours lire encore plus de Laurent Mauvigné.
Et ce matin, j'ai lu Fun Home de Alison Bechdel aux éditions Point, qui est une BD. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une BD au format poche. Je sais pas si elle existe en grand format, j'imagine que oui, mais moi mon libraire ne l'avait que dans ce format-là. Au début je me suis dit chouette, au final la lecture c'était un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de textes, beaucoup de bulles, d'extraits de dictionnaires, d'extraits de lettres, donc bref. En format poche c'était peut-être pas le plus pratique, mais au moins dans la bibliothèque ça va être génial, et du coup ça ne coûte que 9,90 €. Alison Bechdel, c'est autobiographique, nous raconte sa vie, de comment elle a découvert son homosexualité, le fait qu'elle était lesbienne, tout en même temps qu'elle a appris que son père cachait son homosexualité, enfin avait des penchants homosexuels, parce qu'elle vit dans une famille plutôt heureuse, un peu dysfonctionnelle par endroits, mais donc elle vit avec son père, sa mère et ses 2 frères, et elle arrive à lire entre certaines lignes et à apprendre par moments que en fait son père a des relations avec des hommes adultérines, mais que sa mère est au courant et que c'est plus ou moins accepté, enfin qu'ils ont un accord tacite là-dedans. Et c'est très beau, c'est très drôle, il nous parle de tragicomédie familiale, c'est exactement ça en fait, l'homosexualité n'est pas le cœur du roman, l'homosexualité est surtout abordée dans la fin de la BD, mais pour ce qui est du début, on nous parle principalement de la famille, de la relation entre ce père et cette fille qui est aussi pleine d'amour que d'incompréhension. Il aime beaucoup sa fille, sûrement ses autres enfants d'ailleurs, parce qu'elle a 2 frères, mais on n'entend pas du tout parler des frères alors qu'on les voit, on les aperçoit de temps en temps. C'est une magnifique histoire d'amour entre le père et la fille, et la couverture fait vraiment hommage et justice à ce livre. Fun Home, c'est le nom de leur maison. En fait, ils habitent un espèce de grand manoir victorien que le père retape depuis des années avec des antiquités. C'est magnifique, les dessins sont magnifiques d'ailleurs là-dessus. Et c'est également une maison funéraire, donc il est question de mort, etc. Enfin bref. C'est pour moi un roman américain comme ça pourrait être du Pat Conroy, comme ça pourrait être L'Attrape-Cœur de Salinger. C'est vraiment le roman américain, mais sous forme de BD. Et en plus, c'est une autobiographie. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que y a beaucoup justement de références à des grands romans américains que je n'ai pas lus, notamment Ulysse de James Joyce. Là, sur la fin, on a bien une vingtaine de pages où il est question de Ulysse de James Joyce. Donc, vu que je ne l'ai pas lu, je sais vaguement de quoi ça retourne, mais c'est un peu compliqué. Donc, j'ai bien aimé quand Alison Bechdel nous raconte qu'elle a plus ou moins découvert son homosexualité, ou en tout cas qu'elle a commencé à l'affirmer en ayant lu Colette, Le pur et l'impur notamment. C'est une belle autobiographie. J'aime bien ces autobiographies où elle n'écorche pas sa famille, elle n'a pas honte de montrer tous les travers qu'il y a dans sa famille, tous les secrets qu'il a pu avoir, tout ce qui a été plus ou moins dysfonctionnel, qui ne l'a pas aidé à grandir. Mais en même temps, elle parle de tout ce qui a été beau, de tout ce qui a été grand. Elle est vraiment dans le juste, dans le vrai. Elle sait très bien parler d'elle sans que ça tourne au narcissisme ou à l'égocentrisme. Les dessins sont beaux, le texte est magnifique, et vraiment c'était un excellent coup de cœur. Donc je remercie encore mon ami Antonin Camus. Je vous mettrai son compte Instagram, qui est libraire, et c'est lui qui me l'avait conseillé. Et finalement, depuis hier soir, j'ai lu 2 autres excellentes lectures, et là vraiment j'adore d'avoir passé 2 jours magnifiques avec ces 4 personnages, avec ces 4 auteurs, ces 4 romans qui sont en tout point différents, et pourtant m'ont tout autant enjoué et fait du bien. J'ai donc fait le compte, et j'ai lu 11 livres, dont une BD Fun Home et un manga Everyday is a Good Day. Je vous l'avais dit, je me suis simplifié la tâche parce que j'avais pris un recueil de chroniques, un recueil de poèmes, une pièce de théâtre, mais néanmoins, en 6 jours, du coup, j'ai lu 11 livres de moins de 200 pages. J'ai passé un très très bon moment, ça m'a vraiment fait du bien parce que je vous dis, j'ai quelques soucis ces derniers temps, ça m'a permis de prendre du temps pour moi et pour la lecture, et c'est ce qui m'avait manqué jusque-là. Et là, du coup, ça m'a bien remotivé à lire. Je vais vous présenter 3 lectures que je prévois de faire prochainement. En tout premier, donc, Le cœur régulier qu'on avait tiré dans le bocal de la palle la semaine dernière. J'ai commencé, j'ai lu 30 pages, j'aime bien, c'est assez lent, assez introspectif. On m'a dit, fais gaffe parce que le film était ennuyeux à mourir, j'espère que ça sera pas pareil pour la lecture. Pour l'instant, j'ai des doutes, c'est un peu mal barré. Ensuite, j'ai 2 services presse que j'ai reçus cette semaine, dont j'ai extrêmement envie de lire. Le premier, c'est donc Tokyo la nuit de Nick Bradley aux éditions Belfond. Et là, on va se balader dans le Tokyo des marginaux, à travers les yeux d'un chat, la nuit. On va être ce chat qui se balade dans des rues un peu, comment dire, l'allée des embrumes dans Harry Potter, comment on dit, malfamé, voilà. Un chat qui se balade dans des endroits un peu malfamés de Tokyo. Il va rencontrer des personnages un peu marginaux, du genre une tatoueuse de Yakuza, un salaryman qui cherche l'amour dans les love hotels,
un détective qui gagne sa vie en photographiant des liaisons adultères, ou encore Marie et Georges, un couple mixte et dysfonctionnel qui ne parvient pas à se séparer. Enfin bref, voilà. À travers les yeux de ce chat, on va se balader dans ce Tokyo la nuit et ça me donne extrêmement envie. Donc je remercie les éditions Belfond de me l'avoir envoyé et c'est déjà paru le 2 ou le 3 juin. Et c'est déjà paru donc le 2 ou le 3 juin, je sais plus. Et le deuxième roman qui me donne follement envie et que dès que j'ai fini le cœur régulier, c'est sûr que je me jette sur celui-là, c'est François Roux, La vie rêvée des hommes. Là, il va être question de deux hommes qui se rencontrent juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Je crois qu'ils tombent amoureux et qu'ils vont essayer de vivre ensemble. On va donc suivre leur histoire d'amour de 1944 jusqu'à nos jours. Tous les combats homosexuels, donc à mon avis, il va être question du sida, du mariage pour tous, du Pax, enfin de tout ce qui a modelé la vie de ces hommes qui ont souhaité vivre ensemble depuis les années 50. Donc ça me donne follement envie. J'ai déjà lu un roman de l'auteur François Roux qui m'avait beaucoup touché, donc j'en attends quand même beaucoup. Donc ça sera probablement mes 3 prochaines lectures. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le point lecture. C'est sûr que ça sera pas dimanche, mais la semaine prochaine. C'est le bocal de la palle. C'est le bingo de Flo. Le roman que je vais tirer sera peut-être pas dans le prochain point lecture que je vais faire parce que j'ai les romans du prix du roman Fnac que je ne peux pas vous parler vraiment parce qu'ils sont pas encore parus. Et il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il faut que je rende mes chroniques pour le 9 juillet et que pour l'instant, j'en ai lu que la moitié d'un sur les 3 que j'ai reçus et que je vais probablement en recevoir d'autres dans les semaines à venir. Donc il faut que je me secoue le coco. Bref, on va tirer un petit papelard. J'ai dit que maintenant j'allais tirer 3 papiers et que je ferai mon choix entre ces 3 papiers parce que au moins comme ça me laisse un peu de liberté. On se regarde Motus. Alors, j'ai tiré Les Amants du Spoutnik, qui est un Murakami, why not, Dorian Gray, oui, le portrait de Dorian Gray, L'enfant travesti de, je ne sais plus l'auteur, mais que j'ai sur liseuse. Et bah écoutez, on va partir sur Dorian Gray, ça fera du classique. En plus, j'en suis déjà à plus de la moitié, je l'avais commencé il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. Donc, ça sera je crois que c'est ça le titre, hein, le portrait de Dorian Gray comment il s'appelle le mec ? Oscar Wilde ? Non, c'est pas Oscar Wilde. Peut-être Oscar Wilde, je sais pas. Ça se trouve, je passe pour un gros abruti en disant Oscar Wilde. Je vous mettrai le titre. Bref, sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et comme toujours, d'être heureux.